consider myself a freegan. It's also called an anti-consumerist. I oppose this consumerist society. En mars 2020, je suis parti traverser la Laponie à pied. C'est un projet que j'entretenais depuis de nombreuses années. Mais revenons là où tout a commencé. À la base, je suis parti en vélo, je devais rejoindre les steppes de l'Asie centrale, et donc je suis parti du sud de la France, je traversais l'Italie, la Slovénie, la Croatie, et puis j'ai été dérouté par le Covid. Du coup, j'ai dû rentrer en France de façon express et j'ai repris mon ancien projet que j'avais de traverser à pied de la Laponie. Du coup, je suis parti en Suède et je suis arrivé le 9 mars 2020 à Stockholm. Alors l'idée, c'est de partir de Dorotea, rejoindre le Kungsleden, ensuite traverser les étendues sauvages du parc du Sarek, continuer jusqu'à Abisko, rejoindre le Nordkalotleden, jusque Kotokeno et finir en hors-sentier jusque le Cap Nord. Mais avant de commencer ce projet, il y a encore trop de neige dans les montagnes, je dois attendre la fonte des neiges et donc j'ai du temps devant moi. Je pars me balader pendant à peu près une semaine en Norvège, je fais un road trip jusqu'à un fjord. Et puis encore une fois, rattrapé par le Covid, je décide de rentrer en Suède. Là-bas, je dois y faire du workaway pendant à peu près un mois. C'est à ce moment que j'arrive à Amotfors. To collect firewood, we're chopping these trees just to clear the way, and then the rest we will pick up stuff that's already lying on the ground, and that's within Allemansrätt. Yeah, everyone's right to pick up branches from the ground. My first experience with Workaway was doing it myself for 2 years. I thought when I got this place, what a great way to help the place along, to invite people, to inspire people. A couple months after I got here, I was open to volunteers to come. This has been such a great thing. To have company from people all over the world, hear people's stories, get experience from them as well. It's inspiring to give them experience. If they're interested in this kind of thing, this is a great place to learn. It's amazing to have the help that they come with, and yeah, great all around. Yeah, I've always loved it. Like a thief, he fled into the night.
death of his clansmen. All prophecies he denied. Now in exile he grieves. Hear the call of the fallen ones, wisdom of those whose time has gone. Live your life bravely, my firstborn son. On battlefields fight, don't run. Turning, oh, boy becomes a man. I consider myself a freegan. It's also called an anti-consumerist. I oppose this consumerist society. I don't want it in my life. You think first, how can I get this for free instead of consuming more? How can I find it, make it, yeah, get it in nature? All the food we eat comes from the dumpster. We drive to a town nearby and collect the waste from a supermarket that is thrown away. I first was introduced to this when I started traveling, and I was surprised how many people I met did it. I was surprised the amount of food that people found, and I thought, wow, what a great opportunity. I'd still like to know what this is, how much we're gonna give it. It's called Visp. Fuck, it's ice cream, it's a sherbet, sorbet thing. Wow, Alright. banana. Yeah, 10% lingon, sugar, apple juice, cranberries. For my long-term plan is to grow all my food myself, but for people starting up a project, it would be very overwhelming, I think, to try and grow all your food at first and to have a big project like the house to work on at the same time. Yeah, we've been doing it for 2 years. And it's always provided us greatly. We go about once a week and there's always way more than we can carry. I was inspired by permaculture. This is the way in which I want to be self-sufficient. It's rising in popularity now. It's a method of gardening, of agriculture that follows nature and doesn't destroy it. Specifically, I want to do it through forest gardening. This is even newer than permaculture, but there are great examples around the world, and I want to join one. I want to be one of these examples. Forest gardening is to plant perennial crops, so that's trees, bushes, herbal layers on the ground, everything which comes back every year. And ultimately that creates an ecosystem. It imitates a forest. It is minimal disruption to the ground, even no disruption to the ground. Every year the soil is improved, every year you get more produce, every year you get less labour. That is a model for society that I like. I want to show that it's possible, even in a climate like Sweden. So for a long time I've wanted to be self-sufficient. That's the ultimate dream. I'm not there yet, but I'm on my way. I think it's the way forward for humanity, really.
no one can say really, but I want to explore this path and try and prove it to be a viable option for humanity in this changing climate. Et après avoir passé quasiment un mois chez Nathan, j'ai repris la route pour partir cette fois dans le nord de la Suède où m'attendait un deuxième workaway. Je prends un train direction Stockholm, je passe une nuit là-bas, je campe dans le parc, et puis de Stockholm je prends un autre train et j'arrive à Umeå. Là je rejoins mon ami Rasmus, un ami de longue date, avec qui je fais un bon barbecue. Puis je repars en stop direction Dorothea pour y faire un deuxième workaway. Et sur la route, je trouve encore des poubelles bien généreuses. Et puis je continue le stop, mais c'est pas toujours facile en Suède. Pendant 2 heures, il n'y a personne qui m'a pris. Et puis au final, il y a une dame super gentille qui m'a pris, qui m'a ramené 40 km. Voilà, j'ai fait 70 km depuis ce matin. C'est pas super, mais c'est toujours ça. J'attends quasiment 4 heures au même endroit, mais la chance me sourit et j'ai compris pourquoi. Je devais attendre quasiment 2 semaines avant de commencer le deuxième workaway et pendant ce temps-là, j'avais prévu de préparer mon projet avec mon ordinateur, de préparer un dossier et donc j'avais besoin de me poser quelque part. Je pensais faire ça à côté de Dorothea pour aller à la bibliothèque et camper dans la forêt, mais le monsieur qui m'a pris en stop m'a proposé de rester dans une maison. En fait, c'était un cottage de chasse pour les touristes, mais il n'y a personne parce qu'il y a le Covid. Donc je suis tout seul dans la maison, au milieu de la Laponie, perdu dans la forêt. Et c'était un véritable bonheur de pouvoir rester là-bas. Concernant la préparation de l'expédition que j'ai pu faire là-bas, c'était principalement continuer mon exercice de bain d'eau froide, une pratique que je développe depuis plusieurs années maintenant, mais aussi élargir ma connaissance des plantes sauvages et continuer l'étude de l'itinéraire et de la cartographie. Prolonger de leur petit parachute de soie. Pourquoi faire? Pour que le vent emporte les fruits au loin. Et donc après une bonne dizaine de jours passés en ce lieu, je reprends la route encore une fois en stop. Je passe Dorothea et puis je marche à peu près 25 km pour arriver à Belvik. C'est là que je rejoins John et Pauline pour un nouveau workaway qui va durer encore à peu près 3 semaines.
Ici, la ferme est un peu différente, il y a plus d'espace, plus de terrain, à peu près 50 hectares. La ferme est quand même plus développée puisque le projet prend forme depuis à peu près une dizaine d'années. Donc il y a plus de bâtiments, un jardin déjà établi avec des animaux, des poules, des chèvres. Je fais aussi la rencontre de 3 jeunes filles allemandes qui sont aussi là pour faire du workaway. Principalement, l'aide que j'ai pu apporter là-bas, ça a été de m'occuper un peu des zones de culture, m'occuper aussi de la bassine, rajouter des pierres dedans pour éviter que le PDN prenne trop le soleil, et surtout dessoucher des vieilles souches. Good job. Un peu plus tard, je fais la rencontre de Wesley et sa copine. Ils sont tous les deux hollandais. Ils ont fait du workaway chez John et Pauline pendant un certain temps et puis ils ont vraiment apprécié le village et ils ont décidé de s'installer ici. Alors John et Pauline les ont aidés pour trouver une maison et ils ont acheté une maison à 10 000 € avec 7 hectares de terrain. I found Workaway on the internet and I chose to do that. So then we came to this place in Belwick, to June and Pauline, and well, they live on their self-sufficient farm, and we thought it was really interesting, and we experienced the lifestyle and so on, and straight away I felt like I was at home in Belwick, you know, and well, we talked about living here, and that was my dream and my fantasy and so on. But yeah, that became my reality. Also the fact, for me, self-sufficiency and living in the countryside feels like, for me at least, this is the purest form of freedom. When I want something, I can do it myself. I can get it myself, and I don't have to rely on others or stores or whatever. I can grow it myself or make it myself. So that has driven me the most to go away from the city, because I felt really trapped, you know. When I'm in the city, I have to work for a boss and he tells me what to do, so on, you know. For me, that's, you know, and you have to always earn money, which is okay for many people, but for me it was really hard to live this lifestyle every day, which it didn't really make me happy. Here I can do what I want and what I feel that I should be doing. For me, it's the purest form of freedom. That's why I came here and left the Netherlands. Also because self-sufficiency is not really possible in the Netherlands. It's really hard, it's really crowded, and it's not so much space, too much rules, you know. Here I can do whatever I want and nobody complains. That's why I left. Je suis désormais quasiment prêt pour débuter mon expédition. Il me manquait un petit peu de matériel que j'ai acheté sur internet, notamment des sacs étanches. Un gros point noir pour moi, c'est la traversée de rivières. Quelque chose qui m'inquiète et je voulais être sûr de pouvoir traverser les rivières d'une manière ou d'une autre et de ne pas me retrouver bloqué par une étendue d'eau. C'est pour ça que j'ai dû acheter assez de sacs étanches pour pouvoir pacter tout mon équipement et pour être sûr de pouvoir, au cas où, si nécessaire, traverser une rivière à la nage. C'est pour ça aussi que mon entraînement dans l'eau froide était très important, parce que je devais être capable de traverser de l'eau froide, si nécessaire, à la nage. Et donc j'ai eu besoin de faire une expérimentation avant de partir. I feel really good now. Et puis fin mai, ça y est, c'est le grand départ. Jour que j'attendais avec impatience. Not lucky this year. Nice trip, I hope. Yeah, think you should be good, yeah. Yeah, I hope so. Yes, Yes. I hold my thumbs, as we say in Swedish, Yes. for you to have a good. Yes, yes. Thank you. Bye.
En fait, j'ai même fait un petit aller-retour à Stockholm en stop pour pouvoir y déposer mon ordinateur chez mon ami Rasmus, parce qu'évidemment, j'avais bien trop d'affaires pour marcher. Et puis de retour à Dorothea, c'est le début de l'expédition. « 27 mai, le début de la marche. Je pars de Dorothea avec mon sac rempli de nourriture. Effectivement, à Dorothea, il y avait un petit supermarché et les poubelles sont toujours bien remplies. Donc, je vais avoir 250 km à faire avant de retrouver un approvisionnement dans un supermarché. Donc 250 km, je vais y aller tranquillement, sachant qu'en hauteur, il y a encore pas mal de neige. Je pense que je vais faire ça en une dizaine de jours. Les premiers kilomètres se font sur de la piste ou sur de la route. Je traverse quelques petits villages, mais rien de bien compliqué. Je bivouaque dans la forêt et j'apprécie ces premiers kilomètres. Assez rapidement, les choses se gâtent. Et puis j'arrive en haut des collines. Et en fait, tout est encore très largement recouvert de neige. C'est de la neige fondue et c'est vraiment très difficile de marcher dedans parce qu'il n'y a aucune stabilité. La neige fond de partout, les rivières se gonflent, les ruisseaux deviennent torrents. Le terrain est très difficile. Chaque kilomètre est vraiment éprouvant. Je décide donc de changer un peu mon itinéraire et de redescendre un peu plus bas parce que c'est vraiment trop difficile. Et puis je trouve ma première cabane. Je connaissais bien l'existence de ces cabanes en Suède et plus largement en Scandinavie. Elles sont très nombreuses. Et c'est toujours très appréciable de pouvoir bénéficier de leur abri. Je passe toujours des bons moments dans ces cabanes. J'ai décidé en fait d'arrêter toutes mes habitudes. Tout ce que j'ai l'habitude de faire chaque jour. Comme par exemple tous les matins boire un thé ou du café. Bon par contre je bois quand même toujours une boisson chaude le matin. C'est vrai que c'est pas mal pour se réveiller. Maintenant je bois un espèce de thé au chaga. Ça a plein de vertus médicinales. C'est vraiment super comme truc. Parce que le bouleau, c'est un super arbre. Il y a vraiment plein d'utilisations possibles entre l'écorce, le bois, la sève, les feuilles. Vraiment, c'est un arbre super. Après, plus tard, il faudra que j'expérimente aussi pour le réduire en poudre avec ma hache. Pour faire vraiment de la poudre. Sûrement que ça, je pourrais le mettre dans le pain aussi. Mélanger ça avec de la farine, avec peut-être de l'écorce de bouleau aussi. Et du lichen. Et ça pourra me faire vraiment du pain super nutritif et vraiment super bon pour la santé. Et ça, l'avantage, c'est que ça se trouve tout le temps, même en hiver. C'est un truc qui est là et voilà, peu importe la saison, ce truc il est là. Grosso modo, je marche sur la route ou sur la piste. Ce sont des endroits qui sont quand même très peu fréquentés et chaque jour, je ne croise que quelques voitures.
J'en profite pour faire mon pain et mettre en pratique les connaissances acquises. J'avais déjà expérimenté ça en fait dans un voyage précédent en Suède en 2017. Je suis arrivé à Dikanas après environ 150 km depuis Dorotea. Et il me reste à peu près 90 km à faire pour arriver à Tarnaby. Et à Tarnaby, là, je vais commencer le Kungsleden. Donc je vais forcément devoir me fabriquer des raquettes. Parce que le chemin passe très haut en altitude, c'est-à-dire à peu près à 800 mètres, 1000 mètres. Et donc là, il y aura forcément de la neige, et beaucoup. Ça va pas être 30 cm, ça va être peut-être plusieurs mètres par endroit. Donc les raquettes, ça va être forcément impératif. Après une bonne dernière journée à 55 km, j'arrive très tard à Tarnaby. Je suis déconcerté quand je vois qu'il n'y a rien à manger dans la poubelle. Les poubelles sont fermées, impossible d'y avoir accès. Alors le lendemain, je pars en stop pour 20 km pour rejoindre le village à côté où il y a un autre supermarché où je pouvais peut-être trouver à manger. Et c'est là que je fais la rencontre d'Anders. You're gonna walk 80% is gonna be on snow. Yeah, okay. And 20% maybe on land. Okay. For now to Amarnas. From now to Ammarnäs, and Okay. we'll see how the weather will be when you come to Ammarnäs, and then. Yeah. But in Ammarnäs, if you go to the shop in Ammarnäs, Yeah. And then you can talk to some of these guys Yeah. there. They are Sure. They will have they information. are on the mountain rescue, working in the mountain Yeah. rescue too, Okay. so they know Nice. everything. Yeah. So it's really good. Yeah, professional. Yeah. And this area, Tärnaby Hemavan, is the latest area in Sweden who was inhabited with like Swedish state. Yeah. Yeah. This is why it's a Sami land. Yeah, it's a Sami land, and it's been Sami land. It's been people here for a really long time, of course. But when the Swedes came here, so this is the latest part of Sweden which were built out. Tärnaby and Hemavan and this area is the South Samish land. Yeah. But in the border to the North Samish land, and in Sweden we, like in the beginning of the 20th century, Sweden moved Samish people. They forced them to move from northern part of Sweden when the regulation between how to herd your reindeers between Norway and Sweden and Finland. It was no new regulations and border lines there. Then they forced families to move. If they didn't move, they lost all the reindeers. The government will kill all the reindeers. So we have lots of North Samish people down here. Yeah. They were forced to move. That's difficult time in the Samish history. Et là, j'ai trouvé la poubelle de Ika. Ici, j'ai pu réapprovisionner mon stock de nourriture. This is the front, of course, and then you, if you need it bigger or smaller. Dans cette première partie sur le Kungsleden, je cherche à rallier Kavikjok, car après Kavikjok, je bifurque vers le parc du Sarek. Me voilà sur le début du Kungsleden. Le Kungsleden, la voie royale, c'est le fameux chemin de randonnée qui traverse le nord de la Suède, sur environ 450 km.
Fort heureusement que Anders m'a prêté des raquettes à neige. Parce qu'évoluer dans la neige fondue, c'est très difficile, mais même avec les raquettes, j'avoue que ça reste quand même très compliqué. Sur certaines portions, il y a plusieurs mètres de neige, et la neige est un peu plus dure. Mais d'autres portions, il reste que quelques dizaines de centimètres, et à chaque pas, je m'enfonce. Et c'est vraiment très difficile d'avancer dans des conditions comme ça. Mais malgré tout, chaque soir, je peux dormir dans des cabanes qui jalonnent le chemin. Et en plus, chaque jour, le soleil accompagne mes pas. J'ai vraiment de la chance côté météo. Je dois faire face également à la montée des eaux. Avec la fonte des neiges, les lacs et les rivières se gonflent et certains endroits sont complètement inondés. Il y a même un endroit où je dois traverser à peu près 1 mètre d'eau avec de la glace. Heureusement que je trouve ces cabanes à chaque fois. En fait, c'est des vrais refuges. Mais l'hiver, il y a toujours une partie qui reste ouverte. Enfin, l'hiver, on est au mois de juin, quoi. Mais bon, c'est l'hiver, quoi. Je sais pas comment faire parce que il y a vraiment beaucoup de neige, quoi. Et après, j'aurai plus les raquettes à neige. Donc ça va être encore pire. À peu près 10 ou 15 fois dans la journée, j'ai manqué de me casser la jambe à cause de la neige parce que souvent il y a des trous. Je passe à travers des trous et la neige est trop molle par endroits et je m'enfonce et je tombe sur un trou d'eau ou je sais quoi encore. Chose qu'on peut pas prévoir, c'est ça, quoi. Le printemps est arrivé 3 semaines en retard et cette année il y a beaucoup neigé et tout le monde me le dit, hein. C'est vraiment pas facile. Heureusement que j'ai de la bonne viande des poubelles. Ça redescend un peu dans la vallée. Et ben, juste derrière, c'est le refuge. Au bout de quelques jours, j'arrive à Amarnas. Sur les bons conseils de villageois, je pars camper en haut de ce qu'ils appellent la montagne patate. C'est un petit mont où traditionnellement les gens y cultivent des pommes de terre. Il y a un petit endroit assez plat pour camper, avec un endroit pour y faire du feu. Je passe 2 jours en cet endroit et apprécie fortement ce moment. Je profite aussi de la petite supérette pour reconsidérer mon stock de nourriture. Je trouve encore beaucoup de nourriture dans les invendus et je complète en achetant du riz, des lentilles, de l'huile d'olive et du sel. J'ai réussi à fabriquer le bret de bouleau. Faut bien le faire brûler avec un feu super fort pendant 1 heure en fait, c'est le secret, quoi. Il faut bien que la canette où il y a l'écorce du bouleau, il faut que ça soit vraiment hermétique. Donc cette fois j'ai mis de la terre avec des racines là, mais j'ai couvert avec du sable. Ça va me servir à faire de l'anti-moustique. Alors parce que ça pue. Ça colle, c'est dégueulasse, mais c'est anti-moustique. Je sens que ça peut aussi servir pour imperméabiliser les chaussures. Le problème, c'est que là où je vais, même avec des chaussures imperméables, tout est tellement gorgé d'eau que ça sert à rien que je les imperméabilise maintenant. Je vais attendre que la neige fonde un peu parce que de toute façon, je sais que dans tous les cas, j'aurai les pieds mouillés. Aujourd'hui, je passe une bonne partie de la journée à préparer ce qui arrive. C'est pour ça que j'ai préparé des galettes de pain. Donc ça va me permettre de traverser la zone que je dois traverser. Je vais aussi bientôt fabriquer des allumes-feu avec des pommes de pin trempées dans de la résine de sapin. Comme ça, je pourrai les brûler dans mes canettes. Ça me permettra d'avoir une espèce de réchaud à bois, en fait, c'est du combustible, quoi. J'ai aussi préparé une grosse plâtrée pour ce soir. Et normalement, demain soir ou demain dans la journée, je devrais arriver à une cabane.
journées se succèdent et les kilomètres s'enchaînent. Le temps est toujours radieux. Sur le sentier, je ne croise pas grand monde. Pour ainsi dire, je ne croise personne souvent pendant plusieurs jours. Il y a souvent 3, 4, 5 jours où je ne croise personne. Puis je croise une personne ou deux. Et puis encore tout seul pendant plusieurs jours. Jusqu'au prochain point de ravitaillement. Après 7,5 km, je m'arrive à Jagvik et de là jusqu'à quasiment Kavitjok, il n'y a rien du tout, quoi. C'est que de la nature, il n'y a pas de village, il n'y a pas de route, il n'y a que dalle. Pour peut-être 70 bornes, il n'y a rien du tout. Et puis à vrai dire, passé à Marnas, la quantité de neige a fortement diminué. Maintenant, ce n'est quasiment plus un problème. Sauf quelques névés, je peux vraiment marcher tranquillement. Pour l'instant, c'est l'époque parfaite. Il n'y a pas de moustiques et il n'y a plus de neige. Mais le répit a été de courte durée, puisqu'assez rapidement, les moustiques ont commencé à faire leur première apparition. Et le secret pour bien dormir, et pour pas avoir de soucis avec les moustiques, parce que partout autour il y a des moustiques, c'est de trouver un endroit bien aéré. Donc là c'est bien ouvert, vu qu'il y a le lac à côté, l'endroit est assez ouvert et très aéré, ce qui fait qu'il n'y a pas de moustiques, ou pas beaucoup. Ça commence à devenir l'enfer les moustiques là. Il y a quelques jours ça allait, mais là ça s'est vraiment développé. J'arrive en face d'un premier lac que je dois traverser et il est nécessaire de faire appel à un bateau. Dans la forêt, je trouve de plus en plus de denrées pour manger. Chaque jour, je trouve de l'oseille et des jeunes pousses de sapin. Je les incorpore dans mon pain que je fabrique quotidiennement. Et me voilà aux portes du parc national du Sarek. Le Sarek, c'est souvent considéré comme la dernière étendue sauvage d'Europe. C'est un immense parc national où à l'intérieur il n'y a aucun chemin balisé. Dans ce parc, je ne croiserai personne pendant tout le temps de la traversée, c'est-à-dire 4 à 5 jours. C'est un endroit que j'affectionnais de visiter depuis très longtemps. Ainsi que la marche hors sentier que je souhaite faire à la fin, ça représente pour moi le cœur de ce projet. Au début, la marche se fait le long de la rivière Rapadalen, dans la vallée qui porte le même nom, jusqu'à ce que je bifurque pour prendre un peu d'altitude. Et encore une fois, la météo a vraiment été clémente avec moi. Je me fais dévorer par les moustiques. Heureusement que j'ai mis ma combinaison spéciale. On a descendu la montagne, complètement hors sentier à travers une épaisse forêt. Et j'ai croisé un serpent sur la route. C'est le premier serpent que je croise en Laponie. C'est hyper rare. Et c'est extrêmement rare de croiser des serpents.
Alors maintenant je me prépare à manger pour tout à l'heure. Parce que je suis au pied du chemin qui part plus haut dans la montagne. Je vais passer bientôt la limite des arbres. Du coup après il n'y aura plus de bois. Donc vaut mieux que je me prépare à manger maintenant. Comme ça je vais manger un peu maintenant parce que j'ai vraiment faim. Et je vais en garder un peu pour ce soir. Donc je me fais une énorme tambouille, je fais cuire des saucisses. Je rajoute un peu des plantes que j'ai trouvées. Donc je rajoute un peu des orties dans le riz avec des jeunes pousses de sapin. Et j'ai trouvé aussi la plante, je connais pas le nom, que je rajoute dedans aussi. Et je peux en faire une salade aussi, c'est vraiment super bon. Après 4 à 5 jours de traversée, j'arrive au barrage de Suorva. Ouais, du coup, je suis en Suède depuis maintenant 10 mois parce que j'étudie ici. Je suis en école d'art sur métal dans l'université de Göteborg. Vu qu'il y avait le corona, tout ça, j'ai décidé de rester en Suède pour les vacances. Et du coup, je dois refaire une longue rando parce que j'aime la randonnée. Je vais de Abisko jusqu'à Sälen. C'est une ville dans la région de Dalarna. Ça fait 1500 km en tout. Il y a un truc en fait en Suède, ça s'appelle la Gröna Bandet. C'est la bande verte. Et en gros, c'est randonner toute la chaîne de montagnes des Alpes suédoises, quoi. Je fais la randonnée ultra légère. Donc pour pouvoir faire ces 40 km sans me casser le dos, j'ai un sac pas lourd, donc de 3 kg. 3 kg sans eau, sans nourriture, mais voilà. Et pour apprécier le plus possible ma marche, avoir un sac ultra léger, ça aide énormément. Et du coup je marche 40 km, donc 12-13 heures par jour. Après je vais direct au lit et le matin je me réveille direct et je pars. Je fais 0 pause pendant la journée. Je me concentre sur la rando, donc je privilégie le plaisir de marcher à celui de camper parce que camper c'est une partie plus minimale de mon trajet. Et en fait, randonnée léger, moi je le pousse à l'extrême, mais c'est pas si compliqué que ça. La plupart du temps, je pense que c'est vraiment facile d'avoir un sac de moins de 8 kg, juste en ne prenant pas les trucs qui sont inutiles. La première étape, la traversée du lac Teusador. La météo était vraiment pas favorable ce jour-là. Il y avait quand même pas mal de vagues sur le lac et c'était pas vraiment recommandé de traverser à ce moment-là. Mais bon, j'avais un gilet de sauvetage, tout va bien. Petit à petit, je prenais la direction du Kebnekaise. Le Kebnekaise, c'est le sommet de la Suède. À la base, ça ne faisait pas vraiment partie de mon plan initial. Et puis, en chemin, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait penser que, en fait, c'est possible de monter ce sommet l'été et sans matériel d'alpinisme. C'est un sommet qui culmine quand même à plus de 2100 mètres et 2100 mètres en Suède, ça donne l'impression d'être dans l'Himalaya. Et puis arrivé à la station Kebnekaise, c'était presque la civilisation. D'un coup, il y avait beaucoup de gens.
Au maximum, j'ai essayé de prendre des chemins alternatifs à la voie principale du Kungsleden que je jugeais encore un peu trop fréquentée. Surtout que j'avais déjà fait les 110 premiers kilomètres de la partie nord du Kungsleden en 2012 lors de mon premier voyage en Laponie. Passé à Abisko, ça y est, me voilà sur le Nordkalotleden. Prochaine étape, Kotokeno. J'ai reconsidéré mes stocks de nourriture avant de partir en Norvège sur le Nordkalotleden. Parce que là, il va me falloir entre 5 et 7 jours avant d'arriver dans une épicerie. J'ai dû passer par le rayon poubelle du supermarché et j'en ai profité pour acheter du riz et de la farine. L'effervescence des premières semaines est passée, maintenant les kilomètres se font sentir. Et surtout les moustiques. Je suis constamment harcelé par les moustiques. Et puis à vrai dire, sur la partie norvégienne, les refuges se font moins nombreux. Enfin, s'ils sont là, mais il faut bien une clé pour pouvoir les ouvrir, la clé DNT que je n'ai pas. De toute façon, c'était pendant le Covid, les refuges étaient fermés. Hier, j'avais vraiment pas de motivation. Et parfois, il y a des jours comme ça où je me demande qu'est-ce que je fais là. Et voilà, il y a des jours qui sont difficiles parfois. Faut pas croire que la vie est rose tout le temps. C'est pas vrai. Il y a des jours où le moral prend un coup. Je me demande qu'est-ce qu'on fout là. À marcher sous la pluie, à patauger dans l'eau toute la journée. Et j'ai toujours cette douleur dans le dos. En fin de journée, ça me fait vraiment mal. Après 20 à 25 km, j'ai vraiment mal. Ça me force à m'arrêter, même si j'ai plus d'énergie, je pourrais en marcher 30 ou 35, mais je peux pas parce que ça me fusille le dos, quoi. Et je traîne cette douleur depuis presque un mois. Donc je fais avec.
father was here, my grandfather was here. They come here for fishing in this water. Oh, yeah. Yeah. When the time there was little food in the valley, and they use horses inside here to put some nets in the sea to have fish to take back. This winter was very hard, long, and extremely much snow. This cabin I told you was gone. Actually in the winters the temperature has increased, it's going up. And 30 years ago it was very seldom it rained in the winter, but now it rains every winter. So something is changing, yeah, definitely. In the winters we don't have this. Could have this cold periods, as I said. It could be 2 or 3 weeks when it was about 35 to 40 degrees or lower. You won't see that numbers anymore. No. No, last winter and I would say the 10 last years, I don't know if it has been below 30 minutes. I don't think so. Maybe 1 or 2 days, but not for periods. So something is changing, definitely, yeah. As from the reindeers has had a very bad year. And the reindeers, if they can't find enough food, there are no newborn. They throw away what they carries inside. They throw it out. If they don't get enough food, they throw it. So this, when I was here for 1 month ago, I saw about 100 reindeer and I saw 1 calf because of the snow. Yeah. When they are going to walk here, it was, I guess it was on the flat land here, 2 or 3 meters. They can't come down to the bottom. Arrivé sur la partie finlandaise du Nordkalotleden, je retrouve une partie touristique. En effet, cette partie du chemin est beaucoup plus fréquentée et je croise de nombreuses personnes. Il y a donc de nombreux refuges qui jalonnent ce chemin et je dois dire que certains d'entre eux sont vraiment bien. Il y a même une cuisinière à gaz et tout ça entièrement gratuitement. J'ai un problème à la dent, maintenant j'ai mal aux dents. J'ai mangé trop de sucre la dernière fois à cause du Nutella que j'avais trouvé dans la poubelle. J'avais mal à la cheville aussi, au tendon d'Achille. Ça doit faire peut-être 2 semaines que j'ai une petite gêne en fin de journée. Donc hier j'ai décidé de faire une petite journée pour prendre un peu de repos. Donc je suis resté au refuge. Je n'ai pas fait grand chose. Il y avait pas mal de gens. C'est quand même un chemin assez fréquenté cette partie-là en Finlande, parce que ça monte au mont Alti, le sommet de Finlande. Et il y a pas mal de gens qui y vont. Donc cette partie du chemin, c'est un peu l'autoroute. C'est quand même joli. Donc voilà, aujourd'hui c'est reparti. Donc je me balade de refuge en refuge. C'est une partie tranquille et assez confortable. Ça va durer encore peut-être 2 jours avant que je quitte la Finlande et que je quitte les refuges, malheureusement, pour continuer en Norvège jusque Kautokeino.
suis à peu près 70 km de Kotokeno et j'ai plus grand chose à manger. Là il me reste vraiment que du riz avec des lentilles. Et j'ai quand même un peu de farine pour me faire une crêpe. Et pas grand chose, du coup je ramasse quelques plantes au passage, ça me permet de manger. Donc là j'ai trouvé des orties par hasard. Donc je vais pouvoir manger des orties ce soir avec mon riz. Et puis voilà. Ah, sacré moustique, hein, je te le dis. Hein. Aujourd'hui, ils me rendent la vie difficile, quoi. Ah, heureusement que je suis sorti de cette satanée vallée. Il y avait vraiment trop de moustiques, quoi. Puis le terrain était pas facile. Hein. Ah, c'est un peu plus simple pour avancer. Puis il y a moins de moustiques. Ah, puis j'avais vraiment trop chaud tout à l'heure, quoi, avec ma grosse veste là. Je suis obligé de garder ça pour les moustiques parce que sinon ils me piquent à travers ma chemise. C'est tellement chiant. Et puis j'ai super faim, je pense qu'à manger. Parce que là je mange que du riz avec des lentilles et puis des plantes. Et là j'ai plus rien à manger, il me reste juste une tambouille pleine pour ce soir. Et puis c'est tout, quoi. Et la seule chose à laquelle je pense maintenant, c'est de trouver un supermarché pour aller faire les poubelles. Tout ce que je rêve, c'est d'une poubelle. Ah ouais, je rêve de trouver une poubelle pour aller nager dedans et trouver plein de trucs à manger. Ah putain. Satané moustique. Je finis par arriver à Kotokeno. C'est la dernière étape de ma traversée. À partir de là, je devrais partir en hors sentier jusque le Cap Nord. C'est-à-dire que je ferai moi-même mon chemin à travers la végétation, à travers la toundra, pour rejoindre le Cap Nord. Il n'y a aucun sentier balisé qui me mènera jusqu'à là-bas. On va se refaire une mission poubelle. Après une sacrée journée, heureusement que je suis arrivé là. Parce qu'en plus ici, il va y avoir plein de trucs. Bacon. 6. Donc ce qui me manque un peu ces temps-ci, c'est des fruits. Donc là, je me fais du maxi muesli. Bon, j'ai quand même acheté du muesli parce que j'ai rêvé de ça. Comme ça, je vais le faire tirer longtemps, mais je vais y rajouter plein de fruits. Avec plein de trucs que j'ai trouvé dans la poubelle. Avec du pain en masse, il y avait il y a des kilos de pain. Il devait y en avoir, je sais pas moi, peut-être 20 kilos de pain, je pense. C'était vraiment considérable.
Ah, je me suis tellement fait piquer à la main qu'elle a gonflé. C'est à ça que ressemblent mes après-midi. Je suis obligé de rester dans ma tente. Parce que dehors, il y a plein de moustiques avec des petits moucherons. Et le pire, c'est les moucherons. Et je les connaissais pas avant et j'ai fait leur rencontre. Et franchement, c'est vraiment horrible, quoi. Enfin, il y a des moments, je me demande quand même qu'est-ce que je fous là. Parce que je crois que là, j'ai la dose. Il y a des moments comme ceux-là, depuis quelques jours, où je me sens fatigué. J'ai plus forcément envie de continuer, même si je suis proche du but. Ça m'excite plus comme avant. Ça devient plus dur. C'est plus difficile par rapport à la satisfaction que j'en tire. Dans la balance, c'est pas au top. Et j'en ai marre de me faire bouffer par les moustiques. J'apprécie aucun des instants où je suis dehors. Parce que je me fais juste défoncer par les moustiques et par les mouches. Ça me gratte à fond jusqu'au sang et j'apprécie pas. Je peux pas apprécier d'être dehors. Même avec la moustiquaire, je suis obligé de mettre mes gants, ma moustiquaire et ma grosse veste. Je peux pas marcher avec ma grosse veste parce que j'ai trop chaud après. Mais j'ai l'impression d'être habillé comme un cosmonaute pour aller dehors, quoi. Parfois je me mets à rêver de choses simples de la vie. En fait, je crois que c'est ça le secret. C'est les choses simples de la vie. Parfois, il m'arrive de trouver un bout de piste et d'avancer sur la piste pour quelques kilomètres. Ça doit faire plus de 1300 km que je marche. En plus de 2 mois. Et je crois que je suis fatigué. Je rejoins un autre parc national et puis je traverse la plus grosse rivière de mon expédition. Je me suis posé la question de la traverser à gué ou alors de la traverser à la nage à un autre endroit. Au final, j'ai opté pour la solution traverser à gué. J'avoue que à cet endroit, il fallait vraiment pas tomber. Principalement, le paysage est complet. Ah là, j'en peux plus. Je
Je crois que j'ai dû marcher plus de 10 heures aujourd'hui. Et j'ai traversé beaucoup de marécages, pas mal de rivières. Parfois il y avait de la broussaille. C'était pas la journée la plus facile. Il y avait beaucoup de moustiques aussi dans les marécages. Ah, et là je suis fatigué. J'arrive épuisé à Olderfjord, après 9 jours de traversée sans croiser âme qui vive. Je n'ai plus rien à manger et je décide d'arrêter la marche en ce lieu. J'en ai assez. Je continue en stop vers le Cap Nord, 130 km plus loin, pour arriver avec le soleil. La météo avait prévu un grand soleil pour ce jour-ci, et ce fut une bonne décision que je n'ai pas regrettée. Du Cap Nord, je repars en autostop avec quelqu'un que j'ai rencontré là-bas. C'est un Allemand qui voyage en van. Durant quelques jours, nous voyageons ensemble et il me conduira du Cap Nord jusque Inari en Finlande. Inari, c'est un endroit où je suis aussi allé en 2012 lors de mon premier voyage en Laponie.